dans votre carrière de femme d'affaires brillante, y a-t-il une motivation première, une motivation commune à toutes ces activités ? Même si ça peut paraître bizarre, je pense que c'est le fait de toujours vouloir faire plutôt des choses difficiles que vouloir faire des choses faciles. Donc c'est en langage corporate être un peu toujours sur la ligne de crête, sortir un peu de sa zone de confort. Et ce qui me motive, c'est de pouvoir essayer d'être un peu dans ce dépassement, de sortir de cette zone de confort, même si, hélas, on sait toutes et toutes, on a besoin d'une réassurance, d'une intimité, de réconfort quand on choisit cette voie-là. C'est une façon de vivre, c'est ma façon de vivre. Est-ce que ça veut dire que lorsque la lassitude, la routine s'installe, cela vous panique ? Absolument, c'est tout à fait comme ça qu'on peut le lire. D'ailleurs, ça m'a valu 2 ou 3 divorces, 4 ou 5 remariages, je ne sais plus très bien, je ne sais plus où j'en suis. Mais quelque part, heureusement que j'ai 2 filles qui, elles, je ne remets jamais en cause la routine avec elles. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir de la routine avec des enfants. Mais c'est vrai. C'est exactement ça, c'est que l'espèce de ronronnement qui ferait qu'on se sentirait confortable et tranquille, ça me panique au bout d'un moment. Et donc, il faut que je trouve quelque chose pour m'angoisser et donc pour me remotiver à sortir de cette routine. Et l'astuce, c'est quoi dans ces cas-là, quand vous sentez la routine ? C'est de se dire, voilà, de trouver quel est le prochain petit défi, la prochaine aventure. Alors ça peut aller de créer, alors j'ai pas créé quand même 46 boîtes, hein, je rassure tout le monde, parce que je suis quand même, j'ai l'air comme ça de parader, mais en fait je suis assez classique. Je pense que je ne suis pas forcément dans l'ordre où on fait les choses, mais je suis quand même classique dans la mesure où les études ont compté, comptent pour mes filles, c'est un axe de transmission fort, hein, l'axe du travail laborieux, tendance fastidieux, etc. Je m'y reconnais parce que c'est salvateur, c'est quelque part quelque chose qui me rassure profondément de travailler. Je pense que c'est toujours se dire quel est le prochain petit truc qui va faire que je vais me réenchanter moi-même. D'abord parce que quand on gère une entreprise ou quand on crée son entreprise, on n'a pas du tout besoin de ça parce que tous les jours, on arrive la peur au ventre le matin en se disant mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va me tomber dessus entre la next big thing, puisqu'on a des grands experts du digital, entre la data, les robots, les GAFA, sans compter l'obsolescence des compétences, qui êtes tous beaucoup d'entre vous êtes RH et on voit bien à quel point, et l'école 42 y répond merveilleusement bien quelque part, si on ne casse pas complètement les codes et même si le digital y aide, on se retrouve très vite dans tous ces métiers avec la nécessité d'une agilité, mais de prendre cette vague, de constamment réformer ses équipes, ses talents, parce que très vite, on devient tous obsolètes. Donc, en étant dans le digital et en étant dans un build-up permanent, comme on l'a été chez Webedia depuis 3 ans, j'ai moins ce petit frisson de l'ennui. Je ne l'ai même pas du tout. J'ai très peur, ça oui, mais je ne suis pas dans une routine. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. Très bien, merci pour cette complète réponse. Un de nos groupes de réflexion travaille sur le concept du paradoxe. J'adore ça. Je vais été portée volontaire pour parler des paradoxes, à vrai dire. Alors nous l'avons défini comme une tension persistante, comme peut-être un déséquilibre, vie professionnelle, vie personnelle, comme une inadéquation, aspiration et réalité quotidienne. Est-ce que vous vous êtes senti concerné durant votre vie professionnelle ? Est-ce que vous avez été confronté à ces paradoxes ? Alors d'abord, j'aime bien cette notion des paradoxes parce que j'aime bien ce qui va avec, c'est-à-dire la conciliation des paradoxes. Si on a des paradoxes, comment on les concilie ? Parce que sinon, effectivement, on est totalement écartelé, on n'arrive plus à tracer son chemin. Et quand même, quand on est... comme on est tous des acteurs de notre société, à tous les niveaux, on ne peut pas être la proie des paradoxes. Il faut quand même savoir les concilier. Donc d'abord, je dirais que la vie des femmes au quotidien, c'est une série de paradoxes.
être arrivé le dimanche soir en se lamentant et en se disant qu'on est si bien chez soi et que qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à avoir toute cette série d'ennuis qui nous attendent le lundi matin. Et en même temps, dès le lundi, être extrêmement heureuse d'être à nouveau confrontée à ça. Donc il y a ces petits paradoxes du quotidien, d'être désarmé par son entourage et par ses proches et en même temps ne pas pouvoir se passer d'eux et en même temps subir souvent, être désemparé, voire submergé par... et c'est plutôt une expérience de femme, je ne me prononcerai pas pour ce que les hommes éprouvent, je pense pour avoir beaucoup parlé à des femmes et avoir été beaucoup, comme vous le disiez, à la fois dans des réseaux mais dans l'écoute et puis avec mon expérience vécue, que voilà, ce sont des paradoxes lourds et qui sont très structurants dans la vie des femmes, ceux du quotidien, ceux de la relation avec les proches et notamment avec les enfants, parce que c'est une série de déceptions, d'attentes, de frustrations et en même temps d'énorme amour à donner qui n'est jamais tout à fait autant comblé qu'on le souhaiterait. Après, sur le plan professionnel, ça dépend comment on organise sa vie. Soit on se met en déséquilibre permanent et on essaye de résoudre ces paradoxes, soit on essaye de les éviter pour jamais être en proie aux paradoxes. On ne se pose jamais de questions, on va dans une ligne, on y reste. Il y a des gens qui restent toute leur vie dans un segment. C'est moins vrai pour les jeunes aujourd'hui parce qu'ils sont encouragés, promus dans une mobilité, dans un feu d'artifice d'expérience. Et d'ailleurs, cette notion d'expérience, client, collaborateur, cette notion d'expérience, elle est traversante de toutes nos vies. On l'est en tant que professionnel, mais on l'est aussi on doit vivre des expériences. Et donc, les voyagistes nous proposent des expériences et puis des voyages. Les RH proposent des tas d'expériences, des voyages, des circuits, la communication, le marketing. Enfin, on a tous des expériences. Donc, on accepte de les vivre et on prend ce qu'il y a de bon. Maintenant, je pense que le paradoxe, quand on crée son entreprise, c'est de se dire jamais on aurait dû. J'étais tellement mieux avant quand j'étais à l'abri, dans une grande entreprise, je ne me posais pas de questions, d'autres prenaient les risques pour moi. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, une fois qu'on a touché à ça, on se dit plus jamais je ne recommencerai dans une entreprise, une grande entreprise, où je ne serai pas moi-même à la tête de mon propre destin. Donc voilà, c'est ça qui est merveilleux dans les paradoxes. Alors, lors d'une interview pour le Figaro Économie, la dernière, vous vous souvenez peut-être, suite Bien sûr que je me souviens. Leadership, dont vous avez été la lauréate pour le cercle. Avec Angélique, il y avait les jeunes du leadership, les next to be, c'est bien plus important. Vous avez défini votre leadership de plastique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé que c'était une bonne image, même si ça ne veut rien dire en soi. Vous qui êtes toutes des expertes du leadership, ça ne veut rien dire parce que c'est quoi plastique? À part le fait que ça se déforme et que ça s'étire. Et c'est l'image qui m'a paru la plus en adéquation avec toutes les expériences pour le coup que j'avais vécues en tant que collaboratrice d'un fondateur d'entreprise, Marc de la Charrière, puisque j'ai été la première salariée du groupe Fimalac quand il l'a créé, et je venais de l'administration, je quittais le ministère des Finances. Donc c'était une expérience, j'étais directeur général de Fimalac, mais il n'y avait rien dans Fimalac au départ. C'est devenu un groupe qui a grandi par la suite, qui a trouvé ses axes de déploiement, qui s'est mis dans les agences de rating, qui a connu la crise financière. Mais au début, c'était rien. Donc c'était une façon d'être très plastique au sens de très en observation, en absorption comme une éponge. J'aurais pu dire j'ai un leadership d'éponge aussi, parce qu'on s'imprègne en fait de tous ceux avec lesquels on bosse. Marc de la Charrière, pour moi, ça a été une figure extrêmement structurante en termes de leadership, parce que c'était un créateur. Il venait pas du tout de cette veine-là, c'était pas Xavier Niel, c'était pas un hacker au départ qui fait casser les codes. C'est au contraire quelqu'un qui est plutôt assez classique dans son approche et en fait très
très éclectique dans ses actions. Et puis après, j'ai choisi d'aller chez Chanel, puis j'ai quitté pour créer ma boîte. Et là, c'est une toute autre forme d'action, d'écoute, d'engagement. Donc c'était une petite équipe, beaucoup de femmes. Moi qui n'étais que avec des hommes dans l'univers de la finance, qui était quand même celui de Fimalac, avec l'agence de notation, les produits chimiques, les stockages, enfin c'était tout sauf glamour, nous ce qu'on vivait chez Fimalac. Et c'est plastique parce qu'on est obligé de s'adapter, on est obligé de revêtir comme une nouvelle peau à chaque fois qu'on dirige ou qu'on prend des nouvelles responsabilités. Et aujourd'hui avec Webedia, que je co-dirige avec son fondateur Cédric Ciré, ils ont tous 28 ans de moyenne d'âge. Heureusement que j'étais passée par la case Terra Femina avec un petit peu de digital en passant et un peu de petite entreprise. Mais aujourd'hui on est déjà 1500, donc entre Webedia du départ, entre ma vie d'avant et Webedia, il faut être vraiment plastique pour s'adapter à un environnement digital qui est sans cesse évolutif, où les business models n'existent pas vraiment puisqu'ils sont remis en cause tout le temps, où les profils se changent tout le temps. Et entre Webedia d'il y a 3 ans, qui est le démarrage, et Webedia maintenant, on a changé. On est devenu un animal hybride, on était juste média publisher, on est aujourd'hui aussi agence digitale et on est aussi marchand. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis plastique, c'est cette capacité, ou en tous les cas cet impératif, cette nécessité de se déformer autant qu'il le faut pour épouser les contours des gens avec lesquels on est, de l'air du temps et de tous les impératifs, alors économiques ceux-là, qui dictent la logique de rentabilité des entreprises. Alors, leadership plastique, ligne de crête, donc je suppose prise de risque. Quels sont les filets de sécurité ? Est-ce qu'on peut dire que la confiance qu'on peut avoir en soi est un filet de sécurité ? Pour autant qu'on l'est. Donc moi, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Ça commence à venir. Vers 70 ans, j'y serai peut-être un petit peu plus. Filet de sécurité, je pense qu'avant tout, c'est sa famille, c'est son environnement proche. C'est le fait de pouvoir se dire à chaque minute de la journée, si ça ne va pas, je claque la porte, je rentre chez moi, je m'enferme, je ne vois plus personne et voilà, je suis en sécurité. Pour moi, c'est le premier filet de sécurité, cette attitude du cocon protecteur qu'on ne peut pas avoir tout le temps, qu'on ne doit surtout pas ériger en principe général, parce que sinon, alors, on n'avance jamais, on ne fait plus rien, mais c'est sécuritaire, c'est vraiment... le fait de se le dire est en soi le filet de sécurité. Après, moi, je ne crois pas qu'on doive vraiment s'en fabriquer. D'ailleurs, c'est quoi un filet de sécurité quand on est dans le privé ? On voit bien quand on est dans le public, cette fameuse notion d'emploi à vie, mais dont plus personne ne veut aujourd'hui. Les jeunes, et c'est tout, enfin, c'est ce qu'on voit, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, ils ne veulent plus aller dans la fonction publique. Ouf, et ils veulent tous créer leur boîte. Bon voilà, ils n'auront pas tous de filet de sécurité, mais ils s'en foutent complètement. Ils raisonnent pas comme ça. Ils valorisent l'échec, comme nous tous, on est encouragés à le faire. La théorie du rebond, de l'échec salvateur, etc. C'est moins facile qu'on le pense quand même, de s'être planté. Bon, disons-le clairement. Donc on ne doit pas non plus glorifier le côté de on est prête à tout assumer puisque de toute façon c'est une expérience de plus. Voilà encore une nouvelle expérience, celle de s'être planté dans son parcours. Mais quand on est jeune, on n'a pas besoin. Et quand on prend de l'âge et quand on prend de l'expérience, on se dit que voilà, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on risque. Voilà ce qu'on se dit, qu'est-ce que je risque. Pas grand-chose si on le décide. Et dernière petite question pour ma part avant de laisser la parole à la salle. Dans quelle mesure notre statut de femme d'affaires, mais de femme avant tout, aura-t-elle été ou est-elle un frein ou un atout ? Alors, je ne le vis pas comme un statut, plutôt comme une condition, comme une donnée.
entre femmes et femmes d'affaires. Femmes, je me suis jamais posé la question comme ça. Franchement, encore une fois, j'ai pas toujours été ni très stable dans ma vie personnelle et plutôt beaucoup plus stable dans ma vie professionnelle, tout en me remettant en cause beaucoup, en essayant de changer de voie beaucoup pour, conformément à ce qu'on se disait tout à l'heure, pour aller vers le plus difficile vu par moi plutôt que de rester dans les routines tranquilles. Est-ce que ça m'a aidée ? Je pense qu'à l'inspection des finances, où on était très peu nombreuses, oui, ça m'a aidée. Parce que c'est toujours bien d'être distinguée, d'être pas nombreuse là où il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas tout à fait comme vous, je le pense sincèrement. Est-ce qu'on peut en jouer dans la limite d'une crédibilité professionnelle seulement? Je pense qu'on peut se dire femme et en jouer si on est par ailleurs dans l'excellence. Est-ce qu'il en faut plus que d'autres? Peut-être. Au plus haut niveau, c'est sûr. Au plus haut niveau, c'est sûr. Mais si on n'a pas ce substrat de compétence, ce substrat de crédibilité, c'est pas la peine de se dire qu'on va être une femme. Est-ce qu'il faut pour autant rejeter ça et vouloir se fondre dans la masse et vous qui montez un réseau de femmes, et j'en ai vu beaucoup, des femmes dans des réseaux de femmes qui ne voulaient pas y être parce qu'elles se disaient mais surtout pas, ça va me retomber dessus, ça va être horrible. Et elles étaient les premières enfin pas toutes, hein, il y en a quand même qui créent ces réseaux de femmes et qui en sont contentes, mais il y en a aussi beaucoup qui disent on va être stigmatisé, on ne veut pas du tout ça, on veut se fondre, on veut être vécu comme une parmi d'autres et que jamais on puisse nous dire toi t'es une femme. Mais c'est bien aussi de l'assumer quand même. Donc voilà, c'est encore un paradoxe de pouvoir en jouer sans en rajouter, sans le nier, et tout en se disant que quand même ce qui va fonder le tout, surtout dans le privé, surtout dans une entreprise, c'est la contribution, la vraie contribution à l'entreprise. C'est ça qui va faire la différence.